qui a changé d'intitulé depuis septembre, mais qu'on a créé depuis un certain nombre d'années avec Valérie. Donc aujourd'hui, on est très content d'accueillir Laurence Allard, qu'on connaît bien. Enfin, moi, personnellement, je connais mieux même Laurence parce qu'on a beaucoup échangé autour de colloques que tu as organisés. Donc, je rappelle, tu es maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Tu enseignes à Lille et tu es chercheuse, enfin, rattachée à l'université Paris 3 et au laboratoire IRCAV. Tes thèmes de recherche tournent autour des pratiques digitales. Tu es plus spécialisée autour des pratiques et des usages sur les jeunes, mais depuis quelques années, tu t'es ouvert à plusieurs populations, dont particulièrement aussi les femmes. Tu as différents talents numériques dont tu nous parleras. Donc, non seulement voilà, tu travailles sur les talents numériques des autres, mais toi-même, tu en as. J'ai pu assister voilà, à des événements plus artistiques que tu as organisés, auxquels j'ai pu découvrir voilà, ces talents plus numériques. Tu travailles aussi, tu es très engagée en tant que chercheuse, où cette notion d'effondrement est quelque chose que tu interroges, de la maker culture aussi, que tu interroges depuis quelques années de manière plus spécifique à travers des conférences, mais aussi à travers un engagement dans des activités associatives que tu appelles Sciences citoyennes. Alors, moi, je connais plus spécifiquement ton association Citoyen Capteur, mais aussi, il y en a d'autres aussi auxquelles tu participes, peut-être que tu pourras nous dire lesquelles. Alors, au niveau de tes ouvrages, tu publies beaucoup. Tu fais partie de ces chercheurs aussi, et je trouve ça intéressant, qui prennent la parole dans les médias dans cette logique de sensibiliser, d'informer sur ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages sur les réseaux sociaux. Tu es régulièrement invité d'ailleurs. Alors, sur les ouvrages, je dirais plus scientifiques que tu as coordonnés, donc il y a récemment, en 2020, Anthropocène et effondrement, le rôle du design de ces productions, de ces processus ou encore de ces modèles au regard des formes de vie possibles sur une planète endommagée, que tu as co-dirigé avec Alexandre Monin. Autre ouvrage que tu as aussi co-dirigé avec Laurent Creton, Roger Audin, qui est le théorème numéro 29, intitulé Mobile enjeux artistiques et esthétiques, qui est un peu le résultat d'un colloque que tu as organisé, dont je reparlerai un petit peu après. Autre ouvrage autour de cette thématique, chez Armand Collin, publié en 2014, Téléphone mobile et création. Et le dernier que je vais citer, 2017, qui est un numéro de revue scientifique, la revue des sciences de l'information et de la communication, les affects numériques, que tu as co-dirigé avec Camille Allouin, Marianne Lebec, c'est ça, c'est Marianne Mariannick Lebéjec. Alors, voilà, Mariannick Lebéjec et Julien Pierre. Et je tiens à dire que tu es très active, parce que tu as pratiquement, avec l'IRCAV et toute ton équipe, organisé presque depuis 2014 un colloque par an autour de ces nouvelles pratiques mobiles. Oui. Je vais donner Un les colloque intitulés. par an, c'est ça. Et oui, 2014, art et mobile, 2015, son et mobile, 2017, corps et mobile, 2018, food porn, 2019, j'ai pas. Il y a eu peut-être qu'il y a eu un petit ralentissement. C'est pas bien. C'était écologie Et mobile. voilà, où ça m'a échappé. Si, c'était écologie mobile. Alors, écologie mobile, il me semblait bien qu'il y en avait eu un. Donc, et puis, dernièrement, en 2020, colloque Pandemix. Donc, voilà, tu es très active scientifiquement, au niveau de ton engagement, mais aussi dans la collectivité, parce que tu organises régulièrement des événements scientifiques. Voilà, donc je te laisse nous parler de ta conférence aujourd'hui autour de TikTok. Et puis, nous aurons une petite discussion ensuite. D'accord.
Merci beaucoup, Pauline, de ton invitation. Donc, dans les ouvrages que tu as cités, bien, tu es aussi toujours partie prenante avec plaisir. Donc, Arts et Mobiles Théorème, et puis donc au colloque Pandémix, hein, où tu as aussi présenté Apolline et ses œuvres. Voilà, un moment qui a été extrêmement apprécié. J'ai eu des très, très beaux retours voilà, sur Apolline et la petite forme que tu as imaginée. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais partager peut-être mon écran pour, à des fins un peu pratiques, notamment pour ce qui va être de présenter le corpus. On y va. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous là? Oui. Bon, si je complète juste sur l'aspect biblio, mais sans aller trop dans le détail. Voilà, donc je mets mes petites lunettes. Justement, le colloque Écologie mobile de 2019 va donner lieu à une parution aux éditions Au bord de l'eau avec en compagnie d'Alexandre Monin et Nicolas Nova. Donc ici, c'est l'idée de travailler sur la dimension écologique, notamment du smartphone, et également des objets connectés, donc de prendre la dimension à la fois, on dit environnementale, mais aussi la dimension humanitaire avec toute la problématique des enfants mineurs, par exemple, dans les mines de cobalt en RDC. Voilà, et donc ce sont tous ces aspects à la fois géophysiques, humanitaires, écologiques, qui vont être développés par différents auteurs, dont notamment Alexandre Monin, Nicolas Nova, mais Francis Chateaurenaud, Josquin Debaz, José Alloy, Yves Citon, voilà, tout un ensemble d'auteurs qui vont développer les différentes facettes de ce que pourraient être les écologies du smartphone, notamment avec un point assez fort sur la question de la culture de la réparation et de la culture maker, avec des entretiens, avec des réparateurs, et également un point juridique sur le nouveau droit à la réparation en fait, qui s'impose dans l'Europe et en France, qui se manifeste par l'indice de réparabilité sur différents appareils du quotidien, dont le smartphone aujourd'hui, où vous avez une note. Je ne sais pas si vous avez fait un tour chez Darty récemment, mais ça a été mon cas pour acheter une machine à laver. Et donc l'indice de réparabilité est aujourd'hui mentionné sur les appareils. Donc c'est une note jusqu'à 10, qui, suivant différents critères, vous donne l'indice de réparabilité du produit que vous allez acheter pour justement, dans une optique de durabilité. Voilà, et dans ce cadre, donc autour de la prise en compte, de la mise en avant de cette culture de la réparation, et notamment dans des lieux type makerspace ou Fab Lab, donc ça rejoint également donc une autre des facettes de mes activités. Donc c'est intéressant de enfin pouvoir les rassembler, parce que pour l'instant c'était assez dissocié, mais dans un cadre associatif. Voilà, j'ai développé depuis la catastrophe de Fukushima, depuis 2011, un mouvement mondial s'est développé, qui consiste justement à pouvoir, en tant que citoyen, monitorer et donc mesurer les pollutions environnementales à l'aide de petits dispositifs qui sont aussi développés à partir de cette époque, qu'on appelle des microcapteurs connectés. Et donc, voilà, et en 2012, avec des collègues, des compagnons de route, nous avons créé une association qui s'appelait Labo Citoyen, citoyen capteur, et on a commencé à développer donc des expérimentations, soit autour de la pollution de l'air, donc avec les dioxydes d'azote, les NO2, soit avec les particules fines, autour des particules fines, soit autour aussi de l'électricité, la consommation électrique résidentielle. Donc ça a été plusieurs projets. Le dernier était autour du collectif Air Citizen. Et donc, pendant deux années, voilà, j'étais en résidence à la Cité des Sciences, au Carrefour Numérique, le Fab Lab de la Cité des Sciences, pour développer justement des ateliers
autour de tous les savoir-faire de ce que j'appelle la captologie citoyenne, un peu pour faire un pied de nez à la captologie justement, on va dire industrielle, voilà, qui nous pousse à, par exemple, regarder des boucles TikTok pendant des heures, comme on va le faire, enfin pas des heures, mais pendant un petit moment ce matin. Voilà, et à ce titre, un champ finalement né des sciences citoyennes et s'est construit autour justement de la mesure citoyenne de pollution. Et à ce titre, donc, maintenant, je fais partie de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire, pour un groupe qui travaille sur la façon dont les mesures citoyennes peuvent être utilisées en épidémiologie, notamment, puisqu'il y a des soupçons, puis plus que des soupçons, hein, évidemment des risques sanitaires de la pollution pour des maladies chroniques également, mais également des cancers, donc notamment cancer du sein. Et voilà, donc c'est un groupe de travail pluridisciplinaire autour des microcapteurs et de leur intérêt pour l'épidémiologie et la santé publique. Voilà, et donc on a un rapport en cours à paraître autour de fin de l'année 2021, et j'ai été chargée donc de travailler sur le profil des utilisateurs de ces microcapteurs, notamment dans les campagnes de mesures citoyennes, mais également dans le cadre d'achats, par exemple. Voilà, donc il y aura une partie autour de qui sont un petit peu les participants de ces campagnes de mesures citoyennes. Voilà. Et puis bon, bah, voilà, en plus de tous les travaux que tu as cités avec donc une de mes quand même grandes joies, c'est d'avoir avec Delphine Gardet et Nathalie Magnan qui est aujourd'hui décédée, mais Delphine Gardet, voilà, qui est celle qui est une grande inspiratrice dans tout ce qui est justement connaissance des rapports entre sciences, société et genre, sciences techniques, société et genre. Donc avec Delphine Gardet, on a co-traduit donc et proposé une anthologie des textes de Donna Haraway. Qui est une épistémologue des sciences et des techniques féministes, et qui est une grande inspiratrice de Bruno Latour, en fait, aussi. Il la cite abondamment, et voilà, c'est un dialogue entre deux. Et, et donc, voilà, ce que je pourrais voilà, ajouter sans voilà, développer plus avant ces questions de microcapteurs. Bon, voilà. Alors, donc là, je vais vous parler plutôt de l'aspect culture mobile sur lequel je travaille depuis quelques années. Attends, j'enlève un truc. Voilà, alors, ça fait donc plusieurs années que je me suis spécialisée autour d'abord du portable, avec l'ouvrage qui faisait un petit peu un point en 2010, avant justement le développement du smartphone, de l'iPhone 2009, et donc ensuite, voilà, de tous les usages du smartphone qu'on a vu se développer. Il y a donc voilà, pourquoi je me suis intéressée en fait au portable et au smartphone, puisque il m'a semblé que c'était la forme matérielle en fait la plus diffusée de ce qu'on appelle justement le numérique. Voilà, et que pour la plupart des utilisateurs dans le monde du numérique, le numérique se matérialise plutôt dans un portable et un smartphone. Or, c'était pas toujours bien étudié. Voilà. Donc, alors évidemment, le numérique, justement, pour ce que tu disais, j'hésite pas à aller, en effet, à parler à des journalistes ou des fameux écrans, et des jeunes et les écrans, qui est quand même, voilà, qui donne lieu à une doxa extrêmement répétitive. Donc voilà, d'année en année, on répète toujours un petit peu les mêmes hypothèses, mais bon, voilà. Il y a d'autres collègues qui prennent aussi en charge l'affaire, mais bon, il faut toujours remonter au front pour expliquer que les écrans, en fait, et notamment l'écran du smartphone, n'est pas un simple écran, voilà. Et que c'est aussi, et c'est d'ailleurs ce qui explique justement les multiples liens d'attachement qui peuvent se nouer autour de ce dit écran, c'est que voilà, c'est aussi une caméra, c'est aussi un stylo, et qu'une grande partie finalement des usages sont aussi des usages, bien, communicationnels, mais aussi expressifs, voire créatifs.
et qu'il ne s'agit pas simplement que de regarder passivement un écran, mais voilà, il y a X activités qui sont proposées et X contacts qui peuvent évidemment se nouer, et donc ça démultiplie évidemment les voies d'attachement vis-à-vis de ce qui apparaît être un simple écran. Voilà, et donc voilà, il me proposait l'hypothèse que le smartphone, ce serait plus une caméra stylo, en reprenant la l'image de, Bazin. non, 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 Ah non, oui. c'est, dans l'écran français, bon, ça me va me revenir. Non, 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 c'est un critique, c'est un texte de 45. Bon, ça va revenir. Hem Donc voilà, de cette idée, voilà, qui à l'époque d'imaginer une caméra, comme un stylo qui permettrait justement aux cinéastes d'être tels des écrivains, et c'était donc c'est un projet qui s'est finalement réalisé avec, la nouvelle vague d'une certaine façon, cette idée de prendre sa caméra, d'avoir plus ou moins un scénario, ou d'avoir un scénario, mais voilà, de tourner dans la rue, donc et de raconter surtout beaucoup d'éléments de son intimité, donc ça, c'est le cas un peu de Godard, hein, qui a été à la fois très intime et en même temps a produit un cinéma très très poétique, et voilà. Donc c'est cette idée, voilà, qu'à travers ce smartphone qui est plus une caméra stylo, stylo écran aussi, hein, mais caméra stylo, sont produits ce qu'on peut appeler des mop textes. Alors le mop text, ce serait la textualité propre à la culture mobile, qui n'a rien à voir avec le web et l'hypertexte. Voilà, donc c'était l'idée, de trouver un pendant, de l'hypertexte caractéristique du web, et donc à travers ce mop text, donc qui serait caractéristique de la textualité mobile. Et ici donc j'ai à travers toutes les études des différents types d'applications qui ont été proposées, ça fait quelques années que je m'étais intéressée alors à Musical.ly et ensuite à TikTok, parce que Musical.ly et TikTok ont amené le corps, en fait, voilà, et le geste, et également la question du son et notamment de la musique dans toute la panoplie, voilà, de l'offre d'applications expressives, créatives, de la culture mobile. Et alors TikTok est, bon, comme Musical.ly, hein, mais TikTok propose aussi une structure formelle particulière qui est la boucle, qu'on va retrouver bien sûr dans des gifs, hein, mais qui est une boucle, et donc il y a des propriétés formelles, qui finalement vont conditionner des usages assez mimétiques de TikTok, et qui ont, eu ces usages mimétiques ont eu leur, finalement, enfin, c'est ce mimétisme formel, hein, qui est favorisé par, différentes, fonctionnalités, et bien, a eu son importance pendant la pandémie, voilà. Donc il y a l'idée que cette ritournelle, enfin cette boucle, peut s'interpréter comme une ritournelle. Hem À la façon dont Deleuze et Guattari l'ont défini dans Mille plateaux, on le verra tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la pandémie, bon voilà, TikTok a pu polariser des musiques, des danses, mais aussi des slogans, des causes, et il y a une politisation des usages de cette application qui, notamment pendant la pandémie a émergé. Et donc il y a une scène en fait voilà, qui s'est constituée, et où finalement il y a un agir protestataire, voilà, qui peut être rendu visible, et entre des chœurs et des corps, hein, du cœur, des chœurs, du corps qui vont justement danser ensemble, notamment autour de certaines causes. Donc je me suis intéressée ici donc pour délimiter le corpus, donc en gros, l'idée, c'est d'aspirer les tags, hein, donc des tags typiquement liés à des tags confinement, mais également le tag Black Lives Matter, puisque c'est un tag qui a été assez bon, qui a aussi émergé sur la scène TikTok. Donc entre mars et décembre 2020, là, j'avais pas retravaillé, mais dans le cadre
du séminaire, j'ai retravaillé le corpus. Donc voilà, donc je me suis arrêtée jusqu'à hier soir. J'ai regardé de nouveau l'intégralité du corpus. Donc je fais régulièrement des sondes depuis décembre 2020. Mais bon, là, j'ai également actualisé autour de janvier à mars. Donc ça, c'est de l'aspiration de tag. Et ensuite, bon, bah, j'extrais quelques exemples, hein, que je vais vous diffuser tout à l'heure. Et puis ensuite, j'ai eu pas mal de contacts avec TikTok qui m'a contactée, puisque j'ai pu m'exprimer un petit peu sur le rôle de TikTok pendant la pandémie, parce que c'était voilà, l'application qui a connu le plus grand nombre de téléchargements. Et donc voilà, donc j'ai eu des échanges avec la direction de TikTok, également avec accès à des créateurs qui sont en train d'être mis en avant par justement TikTok France. Et donc j'ai aussi participé à l'analyse, on va dire, qualitative d'un sondage proposé par YouGov, donc en novembre 2020, donc avec qui essaye d'un petit peu d'inventorier tous les usages de TikTok, donc notamment pendant la pandémie, puisque voilà, ce qui voilà, je reviendrai sur les aspects peut-être plus théoriques, mais là on va déjà, attendez, hop. Ce que je vais enlever les commandes flottantes parce que c'est vraiment pénible. Tac. Alors, les commandes flottantes. OK. Voilà. Donc, rapidement, donc, si vous ne connaissez pas complètement bien TikTok, autrefois, TikTok, qui n'était pas complètement TikTok, s'appelait Musical.ly. Et donc, c'était une application de partage vidéo en boucle, hein, qui présentait une boucle qui était de 15 secondes. Donc ensuite, voilà, Musical.ly s'est développé en France à partir de 2015. Et puis ensuite, vous avez eu parallèlement une autre application qui s'appelait TikTok et qui a racheté Musical.ly. Et donc voilà, vous avez donc TikTok, voilà, qui a commencé à connaître une certaine popularité. Et puis ces 2 applications donc ont fusionné dans la même application qui s'appelle TikTok. On pense souvent que TikTok est une application chinoise quand il y a eu toutes les affaires avec Trump, heu, toutes les mobilisations anti-Trump via TikTok, notamment pour acheter toutes les places du meeting de Tesla pendant sa campagne électorale, et cetera. Puis toute la mobilisation aussi Black Lives Matter, qui a trouvé aussi une scène sur TikTok. On a pensé que TikTok était une application chinoise. Alors, TikTok, non, c'est plutôt une application, on va dire, de Pékin. En fait, il y a la maison mère est à Pékin, mais il n'y a pas l'équivalent de TikTok en Chine. Et donc, on a une maison mère chinoise et puis ensuite des bureaux, hein, dans différents pays, avec une certaine indépendance en fait des TikTok France, par exemple, par rapport à d'autres TikTok. Il n'y a pas de TikTok Europe. Je crois que l'idée, c'est de créer un TikTok Europe, hein. Mais bon, donc contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'on laisse entendre, c'est pas une application chinoise, en fait, voilà. Le fondateur est à Pékin, mais les activités sont partout dans le monde. Et il n'y a pas l'équivalent de TikTok en Chine, comme on le connaît, donc par rapport au TikTok, voilà, que l'on peut pratiquer ici. Alors, ce qui a été assez remarquable, et donc c'est un peu l'idée, voilà, comment on peut l'expliquer et comment on peut l'analyser, c'est que donc TikTok donc a connu un déconfinement pendant la pandémie, notamment pendant la confinement saison 1. Il y a eu une sorte de découverte pour beaucoup de cette application qui était jusqu'alors en effet assez juvénile, hein. C'était voilà, plutôt des préados et des collégiennes, voilà, qui dansaient entre copines sur des différentes chorégraphies. Et puis donc il y a une maturité des usagers, qui s'est fait jour pendant le confinement. Et puis également des contenus qui se sont quelque peu diversifiés jusqu'à justement
ces usages très politiques hein, de TikTok, notamment à travers le mouvement Black Lives Matter, mais également il y a beaucoup de jeunes féministes sur TikTok. Bon, voilà. Donc le monde aujourd'hui en partie se raconte sur TikTok. Et la pandémie a été un moment d'accélération à la fois de sa popularité et notamment du côté des développements d'usages par des utilisateurs un peu plus matures. Voilà. Et donc ça a été, pendant, le premier trimestre 2020, donc pendant le confinement saison 1, ça a été la première application, donc après Facebook et tout, l'écosystème WhatsApp, Instagram et Messenger. Et donc après le confinement 2020, on a donc, une répartition par âge, des tiktokers qui est donc 38 qui vont être âgés de 13 à 17 ans, plus 18-24 va représenter 36,85. Après, on a les 25 ans, 34 ans, avec à peu près 20. Et ensuite, donc, ça donne un profil moyen utilisateur d'une jeune fille de 13 à 24 ans pour la moitié. Mais il y a des tiktokers, on va le voir, utilisateurs plus âgés, plus matures, mais également dans les TikTok eux-mêmes, il y a des familles, des grands-parents, des retraités qui s'amusent avec TikTok. Bon voilà, donc il y a dans ce qui est voilà, à la fois les utilisateurs, mais aussi ce qui est représenté, mis en scène, on n'a pas forcément seulement des jeunes filles, qui vont danser, heu et entre copines. Ça serait vraiment une vision un peu caricaturale de TikTok et c'est celle un peu qui est propagée, notamment dans les médias. Il y a ce film aussi, Mignonne qui est, très également qui donne une image aussi un peu caricaturale des utilisateurs, des utilisatrices et des utilisateurs, de TikTok. Donc ce qu'on peut, voilà, simplement au plan quantitatif déjà, observer, c'est que l'application, elle a élargi son audience avec donc ce record de téléchargement et il y a eu un pic, de téléchargement et en France également, ça s'observe notamment par l'application, les téléchargements sur l'App Store et Google Play et donc on est sur, 11 millions donc d'utilisateurs actifs, avec un peu plus de femmes, que d'hommes et un temps moyen d'usage de 60 minutes par jour et 8 fois par jour, de consultation, et puis des visionnements donc, à hauteur de 5 millions si on reprend un peu les chiffres, qui sont, alors à la fois, du blog du modérateur, mais aussi d'un guide, qui a été, proposé, aux marques, pour expliquer que voilà TikTok donc, c'est un guide de juillet 2020, un document, à l'usage des marketeurs, hein, pour expliquer que TikTok était un peu comme le nouveau YouTube en fait, que ça pouvait être intéressant pour les marques voilà, d'aller, utiliser, voilà, connaître mieux TikTok et de fait la publicité là depuis quelque temps est maintenant présente également, sur TikTok, une publicité assez gestuelle, native également portée par des influenceurs tels que Bilal Hassani et cetera. Voilà, donc maintenant voilà, TikTok semble s'adresser à une cible, un peu plus large et donc notamment avec, les plus de 25 ans qui représentent malgré tout aujourd'hui 31 des utilisateurs. Donc voilà, donc une application qui a connu un pic de téléchargement pendant le confinement et donc a mûri avec le fait d'être découverte, par une population plus large, durant notamment ces temps de confinement. Alors ce que je voulais, donc vous, vous montrer, c'est, de l'intérieur comment cette découverte s'est racontée, sur TikTok. Là, on voit le taux de téléchargement, hein, donc là, vous avez les chiffres de 2019 et là, vous avez un pic de téléchargement mondial, 15-25 ans notamment, pendant, le confinement du printemps 2020, donc il y a 1 an. Alors donc je vais, puisqu'on avait dit qu'on passait plutôt par le voilà. Est-ce que vous voyez le TikTok ici? Oui. Oui, OK, Oui, oui. très bien. Alors, le truc, c'est que voilà.
J'essaie donc, de nouveau les commandes flottantes. Alors, voilà, donc ici, c'est une TikTokeuse qui raconte comment justement pendant ce confinement de 2020, printemps 2020, elle découvre, hein, comme beaucoup en fait de jeunes, plus ou moins jeunes adultes, découvrent TikTok. Alors, soit parce que ben, finalement on va se confiner en famille, donc enfants, parents, grande sœur, petite sœur, copains, copines. Donc voilà, comment finalement à travers les usages, notamment des plus jeunes, il y a eu une sorte de curiosité vis-à-vis de TikTok et donc d'élargissement de l'audience, notamment au plan des âges, et ça va avoir aussi des effets sur le type de contenu. Voilà, donc déjà, vous observez le caractère justement bouclé, hein, du contenu TikTok. Donc, c'est une boucle qui va se répéter euh, à l'infini. Une boucle qui peut être de 60 secondes ou plus, hein, puisque vous pouvez toujours téléverser des vidéos, mais elle a in fine, elle va posséder cette structure de boucle. Alors ici, voilà, c'est assez typique, hein, du caractère justement d'attachement de TikTok, notamment parce que donc, ça boucle à la fois votre attention, puis ça se présente comme une méta-boucle, hein, parce que les boucles s'enchaînent et on verra qu'elles s'enchaînent grâce aussi à un algorithme qui est extrêmement adapté en fait à, à vos centres d'intérêt et vos, vos, vos visites précédentes. Alors attends, je me remets sur, donc je remets les commandes flottantes. Hop, je partage. Tac. Alors, où est-ce qu'on en était? Tac, le confinement, voilà. Donc là, vous êtes toujours sur mon slide, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, voilà, parfait. Donc, alors, disons que avec ce déconfinement de TikTok pendant pendant le confinement et finalement, moi, ce que j'ai appelé une TikTokisation des usages, puisque ça a été finalement la principale découverte numérique du confinement, eh bien, une enquête donc a été menée pour mieux connaître à la fois les utilisateurs et leurs usages et leurs pratiques et leurs intérêts vis-à-vis de cette application. Et donc évidemment, c'est l'aspect divertissant qui a été mis en avant et également, le côté, qui a été dit comme évasion, donc voilà, se divertir, penser à autre chose et également notamment avec, la dimension humoristique, hein, des contenus, qui sont proposés. Alors, ce qui est mis en avant dans cette enquête, c'est la diversification, voilà, des thématiques et des types de contenus, puisque, voilà, on connaît bien les applications, enfin les contenus, de type danse, chorégraphie, mais qui sont toujours extrêmement présents, mais on voit qu'il y a d'autres thématiques, mode, beauté, gaming, culture. Bon, ça commence à ressembler, furieusement à une autre plateforme. Ce qui, ça, ce sont les termes, hein, de l'enquête, hein, que j'ai repris. C'est intéressant voilà, d'aller connaître dans les mots près les propositions, voilà, la façon dont on va parler, de TikTok dans ce type d'enquête. Alors, donc, le format vertical, ah non, donc est là aussi, mis en avant. Et puis donc, ce qui est quand même intéressant, c'est la façon dont les sketchs, les comédies, les mèmes, donc les mèmes gestuels, heu,
à la fois les chorégraphies, mais qui vont être aussi des petits mouvements, sont, finalement ce qui est le plus apprécié. Mais également tout ce qui va être, montage, virtuosité du côté des montages, et puis les contenus artistiques, les tutos, les contenus informatifs. Donc c'est on voit qu'il y a cette idée de mettre en avant, autre chose que simplement la danse, mais également, tout un ensemble d'autres types de contenus qui, là encore, quand on parle des tutos ou, des contenus informatifs, ben, ressemblent furieusement à d'autres plateformes, hein. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'il y a eu une découverte de TikTok pendant la pandémie, et une diversification des contenus aussi, donc aujourd'hui, il y a les profs de maths, il y a les profs, les enseignants utilisent aussi TikTok. Il y a une grande diversité, en effet, de thématiques et de contenus et aussi d'utilisateurs, et c'est d'une certaine façon, voilà, la leçon et l'effet de ce déconfinement de TikTok pendant la pandémie, c'est d'avoir, voilà, renouvelé, l'audience, les utilisateurs, et forcément, le type de contenu au-delà simplement des petites vidéos de danse, mais qui demeurent, quand même, assez, assez prépondérantes. Mais voilà, c'est danse, gestuelle, mouvement, enfin voilà, donc c'est cette idée que c'est une application qui va justement présenter des corps en mouvement, ou des corps, qui chantent, ou qui sont, voilà, qui proposent un peu des sortes de karaoké, hein, sur des chansons, des tubes, plus ou moins connus. Mais il y a quand même, voilà, cette dimension de la gestuelle qui est quand même mise en avant, et qui va, voilà, créer le lien entre Musical.ly et TikTok. Dans la maturité des usages, notamment des usagers, vous avez pas mal d'influenceurs trentenaires qui ont migré, enfin trentenaires, et les petits 20 ans aussi, voilà, toutes les générations de youtubeurs que l'on connaît depuis Cyprien, hein, on doit être à la 4-5e maintenant, en termes de classe d'âge. Tous les youtubeurs, voilà, que l'on connaît, qu'on appelle les influenceurs notamment, ont migré, sur TikTok pendant la le confinement saison 1. On pourrait l'expliquer d'une certaine façon par, heu, la possibilité qui est renouvelée sur TikTok de petites mises en scène assez rapides, et qui vont, donner, finalement un peu plus de sel, ou vont un peu enfin donner un, voilà, un peu plus de teneur, à une vie qui était extrêmement monotone, et dont finalement la story, par exemple sur Instagram, ne suffisait plus, voilà, à susciter beaucoup d'intérêt puisqu'il ne se passait rien. Et donc avec cette application qui, d'une certaine façon, formellement, produit un effet par elle-même, hein, de par sa propre fonctionnalité de boucle, il y avait cette idée, voilà, que ça permettait un peu de renouveler, sa présence, les modalités de sa présence en ligne, au-delà, bon, de la vidéo, et également, de la story, puisqu'il était voilà, le type de vidéo et de story qu'il était possible de réaliser à l'époque, était un peu limité en termes de, voilà, de teneur, tout simplement. Et donc la boucle TikTok, permettait justement, voilà, de produire des contenus, qui étaient amusants en eux-mêmes, puisque, voilà, ce gag, par exemple, un gag répétitif, bon, bah, reste un gag et peut se répéter. Et donc il y a une structure formelle, voilà, qui en elle-même permettait de créer du nouveau, et de renouveler un petit peu le répertoire d'expression notamment des influenceurs. Vous avez aussi les hommes politiques, bon, avant Twitch même, hein, et Castex, là, il y a eu aussi, un investissement des politiques, un investissement de TikTok des politiques, donc Macron, Emmanuel Macron, le président, avec, donc sa félicitation aux bacheliers, qui était une vidéo absolument, beaucoup trop longue là pour le coup, qui ne jouait pas avec la structure formelle de la boucle. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon tout de suite, lui, qui a assez vite, dont les équipes ont bien saisi, justement, ces spécificités de la boucle. Il fallait jouer avec ce contenu qui se répète, donc prendre en compte le fait qu'il y avait une répétition, et donc qui est finalement extrêmement propice à la diffusion de slogans, par exemple. Donc là, il a repris, je crois que c'est une chanson de Jul, enfin un refrain, d'une chanson de Jul, c'était: «Hey Macron, tu hors ma
hors de ma vue, tu hors de ma vue, voilà. Et donc c'est tu hors de ma vue qui se répète, qui crée à la fois cet effet comique et puis de clin d'œil. Et puis bon, le parti communiste, et aujourd'hui l'humanité est sur TikTok, et également Le Monde qui a réalisé sa première book TikTok justement à propos du mouvement Black Lives Matter, donc pendant en mai, à partir de mai 2020. Alors, je vous présente rapidement pour ceux qui voilà, connaissent pas plus ou moins bien TikTok. Donc, ça permet donc de créer des courtes vidéos de 15-60 secondes, voire plus, si on passe par le téléversement d'une vidéo déjà existante ou qu'on a créée par ailleurs. Mais nativement, ça va être 60 secondes quand on l'a créée depuis l'application TikTok. C'est en format vertical et moi, j'appelle ça une application, en fait, tout en un avec un prêt à créer, parce que vous avez énormément de fonctionnalités, de montage heu, interne, hein, qui sont dans l'application, une sonorisation, tout un ensemble d'effets sonores à disposition. Il y a toute une bibliothèque de sons, de musique, sur lesquels vous pouvez puiser. Vous avez ensuite des effets sonores, vous avez beaucoup d'effets visuels, donc dont on va retrouver un peu l'équivalent avec les filtres Snapchat ou Instagram. Et il y a aussi des petits jeux visuels qui vous permettent notamment de créer des petites boucles en adoptant, voilà, une sorte de un petit jeu visuel que vous allez finalement compléter hem à minima. Vous avez, bon, toute la panoplie des fils d'embellissement, tous les stickers, les emojis, enfin tout ce qui fait ce que j'ai appelé les mob textes, en fait. Donc ces contenus extrêmement métissés, c'est mixte, sémiotique, de mots, d'images, de mots-images. Hem Et puis vous pouvez aussi jouer du point de vue du montage sur les vitesses d'enregistrement. Donc il y a tout un ensemble d'outils de montage pas inintéressants, plus ensuite tout ce qui va être métadonnées, donc les tags notamment, tout ce qui relève de l'algorithmie, mais ça on va en reparler. Et puis des fonctionnalités également sociales, en fait, vis-à-vis du contenu. C'est-à-dire vous pouvez réaliser un TikTok en duo avec un écran divisé, le split screen, hein, qui est retrouvé là. Et ensuite, il y a toute une animation sociale de l'application qui donc suppose de mettre en avant des challenges du moment, les tendances du moment. Donc là, je vous ai mis les tendances du moment. C'est assez intéressant parce que à la fois ce sont, il y a des publicités du moment qui commencent à apparaître, et puis ensuite, des animations côté chanson et des animations côté application. Donc c'est également il y a une animation, une éditorialisation des, au plan des tendances notamment, ou des activités à mener ensemble, côté challenge, qui est réalisée. Et donc hem, voilà. Alors pour ce qui est du confinement, notamment saison 1, vous avez énormément eu de petites vidéos, de boucles vidéo autour donc de 2 grands titres qui étaient donc hem Anissa, de Wednesday, et Jérusalema, donc qui a été mais dont on va retrouver qu'on va retrouver plus tard. Alors, quand on essaye un petit peu d'aller plus loin dans l'analyse, et surtout pendant le confinement, d'expliquer pourquoi TikTok s'est déconfiné pendant que nous étions, nous, confinés. Et comment il y a une découverte de cette application et un développement de contenu de plus en plus inattendu, notamment côté politisation. Hem, donc d'une part, il y a cette fonctionnalité du split screen qui permet donc de réaliser des duos de danse, là, comme on le voit ici. Donc on danse autour d'une même chanson, on fait un challenge de danse, donc en organisant donc une sorte de rencontre à distance pour danser ensemble. Donc là déjà, il y avait l'idée d'animer plus les animations de challenge. Donc il y avait l'idée quand même de contribuer à à une logique sociale qui était mimétique, hein, puisqu'elles essaient de danser ensemble
sur les mêmes chansons, mais de façon, bah, mais séparément aussi, hein. Et donc ça, c'est évidemment, ça prend une résonance, dans un moment où on est à la fois séparés, isolés, et cette possibilité de danser ensemble, à distance évidemment, pouvait être intéressante, et ça s'est extrêmement développé pendant le deuxième reconfinement, et également pendant les épisodes de couvre-feu. Donc, à chaque reconfinement ou couvre-feu, donc à chaque renfermement, les challenges, notamment duo, heu, se développent, de façon, assez, voilà, assez logique d'une certaine façon. Hem, donc, ici, on peut dire qu'avec, avec TikTok, on a une sorte de mème gestuelle, hein, sonifié, parce que c'est autour de musique que l'on va donc, heu, soit danser, soit reproduire des petits gestes, enfin qu'on va se mettre en mouvement ensemble. Mais on se met ensemble en mouvement, et surtout donc, en, s'inscrivant dans un, voilà, dans une tendance du moment, ou dans le tube du moment. Et donc ce même gestuel sonifié dans tout ce qu'on appelle, voilà, le mob tech, c'est un élément assez nouveau, puisqu'on connaît les mèmes, on connaît les gifs, donc on connaît des boucles, mais voilà, cette mise en mouvement de l'utilisateur, en fait, donc c'est le fait qu'il va aussi, créer avec son corps, était peu fréquente jusqu'alors. Il y a notamment des montages, qui s'effectuent par le biais de petits mouvements, c'est-à-dire on retrouve ici, vraiment la caméra arrêtée de Méliès. C'est très basique, hein. C'est, voilà, on arrête de filmer, on change de vêtements, par exemple, et on reprend là où on s'était arrêté. Et donc l'effet montage caméra, heu est justifié donc par un changement de décor. Donc on retrouve des effets cinématographiques, hi vraiment, historiques, canoniques, à travers donc ces créations où c'est quand même le corps, hein, qui a quand même, voilà, mis en mouvement, dans les usages numériques. Hem et je dis c'est aussi un prêt à créer parce que, à partir du moment où vous avez, cette logique mimétique, il est très facile d'entrer dans la danse de TikTok, notamment pour un nouveau public, et peu habitué à ces effets on peut être très virtuose, hein, dans les créations de TikTok, mais voilà, et ça rentre on peut rentrer facilement dans la danse finalement en, gigotant, sur le tube du moment, en reproduisant les gestes que l'on a vus justement dans cette boucle For You, hein, que propose, l'algorithme TikTok. Donc on a un architecte, hein, pour reprendre des termes qui sont un petit peu les vôtres dans ce séminaire. On a un architecte qui est un peu une variante en fait des partages de mèmes, hein, que l'on observe, dans la culture numérique. On le voit donc, au plan à la fois des fonctionnalités, mais aussi des usages, hein. C'est un même corps social en fait qui s'est mis en mouvement, dans un moment, justement, de séparation, d'isolement, et aussi, de grande staticité, quoi. C'est-à-dire, il était difficile de bouger, et c'est une application qui a mis les utilisateurs, un peu contraints à ne vivre que par, le numérique, les a mis en mouvement. Notamment dans cette logique, très facilitée, de création via, l'imitation. Heu, bon, on retrouve, hein, l'hypothèse que la plupart des utilisateurs, quand ils vont s'exprimer, sur, notamment tous les services d'expression, plateformes, heu, partagent d'abord des contenus, qui ne sont pas les leurs, avant même de les créer. Là, on a quand même une création de contenu, mais qui est extrêmement, finalement imitative, puisqu'on reproduit un geste ou une chorégraphie sur une chanson on l'a déjà entendue, donc on participe de la boucle, hein. On rentre dans la danse, on participe de la boucle, mais sans avoir finalement, été, de A à Z le créateur, du contenu. On est beaucoup plus dans l'imitation que dans la création, on va dire, ample totale, voilà. Et donc il y a un prêt à créer qui est assez, reconnaissable. Et donc
ce partage d'écran, il va démultiplier de façon fonctionnelle ce mimétisme culturel, mais il a aussi une portée symbolique parce qu'on a créé finalement une scène commune, un espace imaginaire où se tenir ensemble, ou bouger ensemble, à l'unisson aussi. Donc, par tous ces éléments, on comprend un peu pourquoi, finalement TikTok, c'était l'application, favorable, justement, qui a pu en effet trouver, un moment favorable de diffusion, de popularisation, dans, voilà, cet espace-temps extrêmement contraint qui a été le confinement. Et voilà. Et donc, oui, ce que je disais, donc, à chaque, nouveau couvre-feu, reconfinement, les duos, les challenges, ils reprennent plus belle. C'est assez, intéressant à observer, du côté des vagues, de création de contenu. Si je veux aller un peu plus vite. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on a un partage d'écran qui est à la fois fonctionnel, hein, c'est le challenge. Il est aussi social puisqu'il est animé aussi par l'éditorialisation de l'application. Donc ça assure donc un niveau de socialisation interne, quoi, puisque ça met en scène différents protagonistes, qui sont en train de danser ensemble. Mais il y a aussi donc un partage, au plan, externe quand les boucles sont, publiées. Il y a énormément de boucles, comme dans toutes les applications, plateformes, hein, il y a énormément de boucles qui ne sont pas, notamment chez les plus jeunes, qui ne sont pas publiées. Ils les réalisent, pour eux ou pour, dans le temps entre copains, mais entre copines, mais ils ne sont pas forcément publiés. Donc quand elles sont publiées, ces boucles vont rentrer dans cette méta-boucle et notamment donc, à travers les tags, participer, d'un fil, qui va devoir permettre également d'inspirer d'autres boucles, donc de rentrer dans, finalement, de permettre un nouveau mimétisme à partir de ce qui a été diffusé, dans la boucle. Là, donc, hem, vous donner un exemple, de alors attends, tac, tac, tac. Pendant donc le confinement, ouais. Alors, donc, il y a eu 2 grands tubes pendant le confinement 2020, printemps 2020, donc, et notamment donc, cette chanson, Jerusalema, qui est plus connue des parents que des enfants. Ça, c'est un grand gag, avec les parents qui dansent sur Jerusalema, disent les plus jeunes sur TikTok, mais bon, ça montre bien, voilà, qu'il y a une autre, classe d'âge, voire une autre génération qui est aussi rentrée dans la danse. Donc voilà, donc ici, ce sont, justement, 2 aides-soignantes, il est 4 heures du matin et on est dans la première vague et qui vont, donc, à la pause, heu, danser ensemble et puis aussi, donc partager, cette boucle, à travers donc, à la fois, le tag, Jérusalem à Challenge, donc, hein, donc une animation comme ça, collective et sociale, autour, de cette mise en mouvement collective et puis le tag soignant qui est l'un des tags, liés au confinement. Voilà. Donc, avec un filtre, hein, violet et le filtre de l'heure, hein, donc il est 4 heures du matin et après une nuit de service, voilà, elles dansent ensemble.
Voilà, donc c'est une structure de boucle, hein, ça, la danse peut se répéter jusqu'au bout de la nuit, donc c'est décompression sur un bon son. Fin de nuit sur un bon son. Donc le bon son, hein, qui est celui qui va faire du bien, donc notamment aussi aux soignants. Et donc ça c'est une boucle assez emblématique de voilà, de la façon dont la danse, et notamment, se danser ensemble était une autre façon de faire lien, à la fois entre ces 2 aides-soignantes, mais aussi le fait de le proposer et donc tout simplement de créer une boucle et de la diffuser. C'était aussi une façon de faire du lien avec tous les autres, confinés, ou malades ou proches de malades, du moment. L'autre, l'autre son, hein, très très populaire du moment était, donc la chanson de Wednesday, Anissa. Alors là, on est moins sur de la chorégraphie, donc c'est toujours un même, sonifié pour le coup, moins gestuel, mais plus sonifié. Donc tout le monde met en scène, la chanson, d'Anissa qui raconte la jalousie en fait et la trahison, et donc chacun s'est mis un peu à imaginer un petit sketch. Donc vous avez c'est vraiment le son, populaire du premier confinement sur TikTok, après Jérusalem, où voilà, on met en scène des petits sketchs autour de la chanson. Bon, tiens, j'ai récupéré tous tes caleçons. Ils sont propres, je les ai lavés, c'est ma mère qui a lavé et j'en peux plus, tu me les as confiés, mais j'en veux plus des caleçons. Ok? Ils sont propres? Bien sûr, ils sont propres. Ils sont bons? Ils sont bons, ils sont lavés. Donc voilà, tiens, tu les gardes, enfin tu les reprends et tu me les rends propres. Ok. Ok, donc si tu veux mettre. Je vais pas te les rendre sales, hein. Non, mais oui, mais, non, mais ça veut dire quoi ça? Non, mais si tu les mets, après tu les laves. Ok, tu me les ramènes. Mais là, pour l'instant, tes caleçons, j'en veux plus. Okay. C'est carré? Carré. Vas-y, Fato. Je m'arrange. C'est Calvin Klein, c'est Calvin Klein. Ils sont bien. Moi aussi. Bon, tiens, j'ai récupéré tous tes caleçons. Ils sont propres, je les ai lavés, c'est ma mère qui a lavé. Alors voilà, donc ça c'est tagué Anissa, hein. Tu me cherches, mais je suis plus là. J'étais déterminée à construire quelque chose avec toi. Peut-être c'est terminé. Tu me cherches, mais je suis plus là. On sait enfin qui est l'ex de Weshden. Car oui, ce jeune homme qui s'appelle Shiro vient de... Voilà, donc ça, c'est des exemples, voilà, de petites mises en scène autour de ce deuxième tube, du confinement, qui était donc, après Jérusalem. Ah, tac, tac, voilà, tac. Alors, donc, on a vu, hein, il y a confinement, ensuite il y a soignant, il va y avoir aussi, ennui, rester chez soi, couvre-feu. Voilà, il y a tout un ensemble de tags, qui sont proposés justement pour, réinscrire, finalement cette boucle, dans le flot des autres boucles. Et donc ça lui assure donc une visibilisation. On le voit bien, donc quand on a des usages un peu politiques des tags, d'assurer plusieurs finalement, canaux, de diffusion. Donc bon, ça permet lorsqu'on quand même on tag un contenu, hein, ça identifie, ça co-signe d'une certaine façon une boucle depuis, pour son commentateur, son regardeur, son créateur. Mais ce qui est important, voilà, c'est que ces mots-clés, ils vont nourrir l'algorithme de l'application TikTok qui est donc s'appelle For You, hein. C'est intéressant de voir qu'un tag se visibilise lui aussi. Enfin, cet algorithme se visibilise lui aussi à travers donc un tag qui est le For You. Et le For You, donc c'est une sorte de métabook puisque ça vous propose tout un ensemble de contenus que vous pouvez donc bien sûr à travers le swipe actionner. Alors ce tag For You, il est évidemment lorsque vous rentrez dans TikTok, il est quelque peu, neutre, c'est-à-dire, voilà, ce sont un petit peu les tendances du moment, qui vous sont proposées et au fur et à mesure, évidemment, il va s'affiner et il va, finalement se restreindre, hein, comme tous les algorithmes, restreindre les possibles de visionnement, et
ce tag for you est extrêmement efficace. Il renferme très, très rapidement sur voilà, les différents centres d'intérêt, la façon dont le nombre de boucles vous avez rejoué. Voilà, il y a quelques indicateurs qui permettent ensuite de profiler cet algorithme for you et donc a un effet de renfermement assez efficace. Alors là, on a une bulle informationnelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois bien sûr refermante, donc ça pose tous les problèmes en termes d'information, etc. Mais certains, notamment dans les usages plus militants et politiques, peuvent aussi le considérer comme un espace safe. Et il y a de la circulation, notamment quand on est plus dans des usages politiques, entre notamment Twitter et TikTok, avec cette idée que Twitter va être l'espace où, s'il faut savoir quelque chose de TikTok, si cette thématique, je ne la vois pas sur mon fil, pour être au courant, je vais sur TikTok, je vais sur Twitter, me dit une féministe qui est un peu poussée par l'application, notamment parce elle est notamment elle, au elle popularise autour de la langue des signes, voilà. Et donc mais elle a cette voilà, cette double usage, TikTok, Twitter, puisque le tag for you renferme et la sauce Twitter, comme on dit dans le jargon TikTok, permet d'être au courant d'autres thématiques qui ne sont pas présentes dans votre fil. Mais il y a l'idée, voilà, qu'on a une métaboucle qui est donc finalement produite par ce tag for you et une métaboucle que l'on active en fait, que l'on dévide à travers ce geste interfacé qui est le swipe. Et c'est intéressant puisque on est dans un moment où on est confiné, où la mort est présente autour de nous. On se met en mouvement avec d'autres, on voit d'autres mettre en mouvement et on met en mouvement ces boucles de mise en mouvement. Voilà, donc on a une sorte de méta-mouvement qui est à la fois représenté, qui est à la fois expérimenté et qui est aussi interfacé. Voilà, et c'est aussi un des éléments qui peut expliquer pourquoi le déconfinement de TikTok pendant le confinement. Et alors, le plus troublant, voilà, c'est le moment où vous avez donc ces contenus de danse, ces mini sketchs avec Anissa voilà, qui sont créés, qui sont imités la plupart du temps, qui sont reproduits, qui sont répliqués. Mais il y a également un tag qui monte, qui est donc le tag BLM, qui n'est pas du tout né de TikTok, mais qui apparaît sur Twitter donc en 2015 et puis qui ensuite, à chaque finalement nouveau drame qui va finalement causer la mort d'un Afro-Américain depuis donc une sale histoire qui se répète, hein, et bien ce tag va finalement donner lieu à des protestations, des mobilisations sur les différents sociaux du moment. Donc ça a pu être Twitter, ensuite ça a été Snapchat, ensuite ça a été Tumblr et aujourd'hui c'est TikTok. Donc ce caractère très répétitif pour le pire de ce tag a trouvé aussi finalement cette scène extrêmement imitative et répétitive de la boucle TikTok a trouvé une scène assez finalement une caisse de résonance assez probante, hein, puisque finalement eh bien on a un effet ritournelle, hein, comme le disent Deleuze et Guattari. Donc cette ritournelle qui est pas forcément une chanson, qui est pas forcément de la musique, mais qui peut être également, comme ils le disent dans Mille plateaux, un geste, hein. Et ils parlent justement de cette machinerie, la ritournelle qui n'est pas la musique, mais ce qu'on pourrait dire le contenu proprement musical, qui est un bloc de contenu propre à la musique. Et par exemple, il cite l'enfant qui se rassure dans le noir, qui bat des mains ou invente une marche ou l'adapte au trait du trottoir, hein. Donc, c'est toutes ces justement, c'est très proche de ce geste répété, bien sûr, hein, qui est en rythme, hein, vis-à-vis d'une musique ou vis-à-vis d'un son. Donc ça fait totalement écho à ce qu'on vient de voir, notamment à travers les boucles TikTok, hein. Donc TikTok, on pourrait vraiment le qualifier dans les contenus qui sont proposés
ça fait ritournelle, hein, ça fait son effet de ritournelle, avec notamment l'idée que la ritournelle, eh bien, elle est territoriale, elle fait territoire, puisqu'elle est ce moment où justement où l'on va se réassurer. Donc il y a ce caractère d'habiter, de se réassurer à travers donc la ritournelle, notamment Deleuze et Guattari citent la berceuse, ou l'enfant, hein, justement, qui bat des mains, invente une marche ou l'adapte au trait du trottoir. Donc il y a ce côté de voilà, de finalement, que la ritournelle, elle est territoriale, mais également, et c'est ça qui est intéressant chez Deleuze et Guattari dans leur approche de la ritournelle, c'est que la ritournelle, elle permet aussi, hein, de soit au sein du territoire, soit pour aller au-delà, au dehors, hein, comme ils disent, avec ce qu'on appelle les ritournelles d'affrontement ou de départ, qui engagent parfois un mouvement de détériorisation absolue. Et donc là, on voit qu'en effet, dans ces boucles de TikTok des militants BLM, il y a énormément de marches, de danses évidemment, mais qui sont des danses, hein, comme le disent, et des danses et des slogans répétitifs, qui sont ces ritournelles d'affrontement ou de départ, qui vont engager donc en effet vers la détériorisation, et elle s'effectue via la mise en boucle par ce tag dans une application qui, à la fois, bien sûr, a des usages locaux, mais aussi évidemment une visibilité transnationale, puisque vous pouvez bien sûr accéder à tout un ensemble de tags qui ne sont pas forcément issus des activités ou des problématiques du pays dans lequel vous regardez. Donc en ce moment, enfin il y a quelque temps, toutes les manifestations pro-Navalny, par exemple, ont donné lieu à des boucles TikTok heu, qu'on peut traiter comme des ritournelles d'affrontement, mais aussi des ritournelles de réassurance, hein, des ritournelles qui nous permettent d'habiter, un peu comme aujourd'hui la façon dont Vinciane Després reprend la problématique de la ritournelle avec justement dans son livre Habiter en oiseau, hein, la ritournelle qui fait territoire, mais pas dans une logique forcément voilà, de frontières, mais justement dans cette logique de l'habitabilité. Et c'est pas inintéressant, voilà, que pendant cette pandémie où il s'agissait finalement de transfigurer quelque peu et de rendre habitable finalement des endroits dans lesquels on n'avait peut-être pas toujours finalement l'habitude, l'expérience de séjourner aussi longtemps en famille pendant 24/7. Et donc cette ritournelle qui est en partie orchestrée par l'algorithmie, puisqu'elle est donc c'est cette métaboucle, hein, cette ritournelle, la structure formelle, déjà la boucle qui est répétitive, mais en plus ce sont des boucles qui sont elles-mêmes à regarder en boucle. Donc voilà, donc c'est une algo-ritournelle en ce sens. Et bien ça permettait d'habiter finalement un espace soit qui était peu habité, soit qu'il était difficile d'habiter, puisque le contexte était extrêmement, extrêmement dramatique. Donc du côté du confinement et du côté de BLM, c'était vraiment l'idée en effet, de faire en sorte, peut-être, d'habiter enfin ce pays ensemble. Et ce mouvement justement de détériorisation, c'est-à-dire de réinventer peut-être aussi, où habiter, comment habiter ensemble, et de le faire savoir donc à tous à travers donc ce tag qui a circulé jusque voilà partout dans le monde, à partir de TikTok et des performances, voilà qui étaient mises en scène, représentées, diffusées, via l'application. Donc je vais vous montrer, quelques exemples de ces performances ou de ces danses avec, notamment, la supplique en fait aussi de George Floyd lorsqu'il, I can breathe, je peux plus respirer, qui est devenue aussi cette macabre ritournelle du printemps 2020. Et cette supplique qui s'est répétée et finalement qui a persisté au-delà de sa mort. Donc on va voir également qu'il y a cette idée de persistance
d'un dernier mot ou de persistance même du corps en mouvement, donc de la vie même, est aussi un des éléments qui peut donc peut-être expliquer le pourquoi voilà, du déconfinement, de la tiktokisation des usages pendant la pandémie saison 1, mais également par la suite. Alors si je reprends là, toc, heu Voilà, on pourrait donc jouer cette boucle, à l'infini mais ça ne redonnerait pas vie à George Floyd, mais en tout cas, il est encore, en vie dans justement, en termes, on va dire, mémoriels. Voilà, donc il y a eu bon, il y a les danses, mais cette performance est assez emblématique justement, ben, de ce pouvoir de la ritournelle, de l'algorithmournelle de TikTok, si on reprend, les différents, éléments, d'analyse de la ritournelle proposés donc dans 1000 plateaux, qu'il est vraiment troublant de voilà, de relire aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, mais Laurence, ça oui, fait à peu oui, près 1 heure que tu parles. oui, Est-ce que oui, j'ai terminé. voilà, je voulais juste pour qu'on laisse un peu de temps à la discussion. Ouais, ouais. Donc bon, ensuite une dernière explication pour la pour cette tiktokisation des usages, c'est justement si on reprend cette question de habiter, que justement, finalement que produit aussi la ritournelle, l'effet ritournelle, et bien, il y avait cette idée, voilà, que la promiscuité ou le fait de vivre ensemble, notamment entre parents et adultes, hein, a pu créer, également, une sorte d'intérêt, hein, vis-à-vis des plus âgés, vis-à-vis de cet outil, de créativité. Et donc il faut savoir que l'un des motifs d'utilisation de cette application chez les plus jeunes, c'est notamment l'ennui, c'est-à-dire, hein, une grande partie donc de la vie des adolescents, est déjà une vie très confinée, avec un périmètre d'existence assez limité, pour toutes sortes voilà, de raisons. Mais donc les usages des smartphones, notamment les différentes applications plus ou moins créatives, récréatives, sont aussi des façons de tromper l'ennui et de transformer, justement l'ennui en en contenu, heu expressif, créatif. Et donc j'avais appelé ça des ready-made by mobile parce qu'il s'agit finalement à partir d'un moment quotidien, de le transfigurer par de la mise en scène, par tout un ensemble justement de ces différentes fonctionnalités. Et donc de créer, voilà, un contenu, qui n'a plus rien à voir avec, la situation dans lequel, justement, il a pu être créé, la situation qui l'a inspiré. Et finalement cette situation d'ennui,
et de confinement, qui est l'expérience ordinaire des plus jeunes, eh bien, et qu'ils vont justement transfigurer, et dont la banalité, va donner lieu à tout un ensemble de contenus, eh bien, diffusés ou pas, hein, c'est pas forcément diffusé par les smartphones, mais c'est au moins réalisé par les smartphones. C'est pour ça qu'on le côté caméra stylo est important. C'est moins un écran qu'une caméra stylo pour la plupart du temps. Et donc, il y a cette idée que, évidemment les plus, et bah, les parents ou les grands-parents, enfin les voilà, tous ceux qui, il y a pas forcément de grands-parents, mais il y a des grands-parents à distance notamment, heu qui sont aussi en duo par exemple, eh bien, tous ces adultes ont, découvert la possibilité de tromper l'ennui, de transfigurer l'ennui à travers donc, ces créations, via TikTok. Et là, j'en donne un dernier exemple, notamment sur donc un public, plus âgé, hein, qui est un des nouveaux publics, de TikTok, comme on l'a vu avec la première jeune femme qui, racontait comment elle avait découvert TikTok et comment elle s'y était attachée. On y va. Donc, voilà, donc c'est une femme qui raconte, voilà, Allons-y. son On y va. Allons-y. 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 voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc ça, c'est un exemple là qui va un peu à l'encontre de la caricature de TikTok. Donc c'est une femme, qui, voilà, raconte, bah, le drame professionnel que finalement, qu'elle vit pendant le confinement. C'est sous le tag «ennui». Donc, quand on, donc l'un des tags aussi qui a été recherché, c'est le tag «ennui», et dans le tag «ennui», ça fait partie, voilà, des tags, liés au confinement, comme c'est «rien à faire», enfin, il y a tout un ensemble de tout un paysage de tags, un tagscape comme on peut dire, qui, lié aux différents épisodes de confinement, reconfinement, couvre-feu, là, que l'on connaît et qu'on va sûrement reconnaître rapidement dans certaines régions. Voilà, et donc ici, vous avez tout un donc là, il y a cette femme qui, voilà, qui met en scène, toute la problématique professionnelle, qui, liée à la pandémie, et ensuite, des mises en scène familiales dans la cuisine, beaucoup, voilà, dans les lieux, tout simplement des lieux ordinaires, les lieux de vie, cuisine, salon, toute la façon dont les habitats ont été transformés en scène de performance, mimétique, hein, puisqu'il s'agissait là, ça fait partie également, le son que vous entendez, ça fait partie des grands sons, assez populaires, un peu un son, générique, pour raconter, toutes sortes, d'événements, qui vous sont arrivés ou arrivés à d'autres. Et donc voilà, il y a pas mal de mises en scène comme ça entre familles, qui vont utiliser des ustensiles de cuisine et cetera, donc créer des petites mises en scène musicales ou chorégraphiées ou musicales à partir donc, du banal, qui vous entoure. Et ça, c'est intéressant parce que on le voit, ce sont des familles ou des plus âgés, et d'où, voilà, cette hypothèse de TikTokisation des usages, numériques pendant, ce temps mort, du couvre-feu. Et donc cette esthétisation, hein, de la vie quotidienne que l'on, voilà, que l'on observe chez les plus jeunes et qui finalement a aussi, pu, inspirer, les plus âgés qui étaient finalement, contraints de vivre dans la même expérience, hein, d'entre eux donc, limitation de d'où habiter et d'où finalement pouvoir, vivre, et la limitation en termes également de, et puis la banalité du décor dans lequel, finalement on devait être contraint de vivre tous les jours. Et
donc, cette idée qu'on va transformer cette situation de vie contrainte, banale, routinière, etc., en performance expressive, si on reprend un peu l'esthétique pragmatique, eh bien, prend beaucoup de résonance avec cette phrase de Jacques, donc, lorsqu'elle explique, bon, c'est un texte un peu théorique où elle explique la différence entre une situation et un contexte, mais il y a cette phrase finalement qui sonne très bien quand on essaye de comprendre un peu le pourquoi de cette tiktokisation des usages et pourquoi ce déconfinement de TikTok pendant la pandémie. Elle explique voilà, que une action mutuelle, une interaction est définie par le fait que certains aspects du milieu se prêtent à l'action et peuvent être utilisés comme des outils de persévérance dans la vie. Et il semble que cette boucle TikTok, et c'est Pauline qui m'avait, on avait discuté pendant pandémique du zootrope, hein, qui était cette roue de la vie, donc ce pré-cinéma avant justement la caméra stylo et avant justement les applications mobiles, mais on voit bien que cette structure de boucle, c'est aussi une structure, c'est un des outils tel qu'il a été qu'il a permis hein, finalement de poursuivre ce but de persévérance dans la vie, de persévérance de la vie même, dans un moment où justement la vie même était rendue empêchée par de façon plus ou moins dramatique. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour la présentation à la fois un peu théorique et du corpus de cette recherche sur TikTok. Donc, c'est issu d'un travail un peu plus qui a donné lieu à un article qui va paraître donc prochainement en ligne. Voilà, qui est un peu plus théorique, on va dire, mais dont je vous donnerai voilà, des informations quand il sera paru, puisqu'il est toujours, il sera donc en ligne, il est mis en forme en ce moment, donc par le web designer, si j'ai cru comprendre. Voilà, donc c'est pas encore sorti. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour cet exposé extrêmement riche, à la fois en données, je dirais théoriques, mais aussi enrichi par des enquêtes que tu as fait, aussi bien au niveau du dispositif qu'est TikTok, mais aussi au niveau des pratiques, des usages que tu as pu observer, analyser pendant la pandémie et puis plus récemment. Du coup, ça nous permet vraiment de comprendre le succès de cette application et puis les données chiffrées que tu nous as données, qui a montré comment, pendant la pandémie, il y a eu une explosion de cette application et les explications que toi, tu en as données par rapport à la spécificité justement de créative, ce prêt à créer qu'est TikTok, et au-delà de ça, des nouvelles fonctionnalités sociales par le mimétisme, les logiques mimétiques, mais aussi voilà, cette espèce de ritualisation aussi autour Ouais, c'est ça. du rendez-vous. Ah, attends. Oui. J'ai mes boucles qui… Attends, je vais fermer. Voilà. Pas très bien cette application. J'ai redécouvert cette application déjà pendant Pandémix, mais là aussi avec les points sur lesquels tu as un peu plus fait le focus. Moi, comme j'ai une pratique de danse, ça m'a fait penser à quelque chose d'extrêmement important dans la danse. C'est ce phénomène de ritualisation, de corps commun dont tu parles à un moment donné. Tu nous as montré des extraits où il y a de la danse et de chœur. On pourrait même parler de chœur corporel parce que parfois il y a des danses partagées qui sont faites et où on voit que dans notre culture, il y a quand même une reine du scopique, la primauté du visuel autour de la danse qui est donnée, là où dans d'autres cultures, parce que moi je me suis un peu intéressée, ça passe par le corps, par la rythmique, par le tactile, par le son. Donc, voilà, je trouvais ça très intéressant comment finalement ce règne du scopique dans la danse propre à nos cultures est là, est survalorisé par cette application. Et puis aussi cette logique presque de mini-trance, parce que dans la répétition, on sait très bien que dans certaines cultures, il y a cette logique d'atteindre l'extase par la transe, par la répétition dans le mouvement de la danse. Et donc là, c'est une petite transe visuelle, c'est pas la transe telle que ouais, c'est vrai. ça, j'ai trouvé ça extrêmement… Ouais, je ne l'ai pas complètement développé, mais donc oui, c'est une bonne suite de développement. Ouais.
C'est ça. Voilà, avec Ouais, ouais, le ouais. côté spectacularisation, performance, et comment voilà, ça se passe dans la communauté. Et même tu sais, cette logique de mimétisme dans la culture hip-hop, elle est extrêmement importante. Donc, je pense que là-dessus, tu pourrais, enfin, plus spécifiquement sur ce corpus qui est quand même très important, aller voir. Là, c'est médiatisé, mais voilà, il y a quelque chose, je pense qu'il faudrait creuser. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu reprennes le concept de ritournelle. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et moi qui avais travaillé sur les mèmes et le GIF à une époque, bah voilà, je trouve qu'on peut retrouver qui procède de la boucle et de la répétition que tu as développé autour de la ritournelle, toutes ces applications voilà, qui ont un succès et qui permettent la répétition, bah voilà, je trouve que c'est très pertinent. Et alors, il y a dans toujours mon obsession généalogique dont tu as parlé, je voulais vous faire partager, parce que j'y ai pensé là, le praxinoscope. Oui. Voilà. Alors, peut-être je peux vous montrer cette espèce de lanterne magique avec un tambour. Bah, ouais, tu veux qu'on regarde attends. Ouais, dans les jouets optiques. Ouais. Et C'est la même chose, enfin, c'est la roue de la vie, là. Enfin, en fait, ce que j'ai montré, c'est un praxinoscope. Hein. oui, Mais c'est ça. ouais. C'est ça, Attends. c'est un praxinoscope et pas un Tiens, zootrope. Oui, oui. Bah, le zootrope, on l'appelait la roue de la vie. Le praxinoscope, si tu veux, tu sais, ça décomposait ouais, l'image. Voilà. c'est Alors, plutôt le dispositif. Attends, je le montre là. je vais vous montrer un Voilà, c'est comme praxinoscope. ça. C'est ça? Exactement, ça, c'est le praxinoscope. Et Voilà. alors, une vidéo, parce que le succès de ce praxinoscope, hein, l'illusion du mouvement cyclique, il est aussi passé par des spectacles lumineux, ce qu'on appelait des pantomimes lumineuses, hein, un théâtre optique, et beaucoup autour de la danse. Donc, si tu tapes praxinoscope danse, on va voir, et qui a participé finalement à des spectacles, à ce succès du praxinoscope et à des spectacles publics où les gens voilà, venaient voir ces spectacles que permettait, voilà, tu vois, voilà, c'est celui-ci auquel je pense. Tu peux le montrer. Et donc, ça a été inventé quand même en 1877, tu vois. Ouais, c'est ça, bah oui, oui. La date. Et tout ça qui sont les ancêtres, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, du cinéma. Donc, voilà, je trouve que là, il y a toute une généalogie extrêmement intéressante. Voilà, tu vois. Et donc, ça avait un succès public énorme. Donc, voilà, c'est les 2 points sur lesquels je voulais revenir et je voulais aussi te remercier. Alors, peut-être que je vais laisser la parole aussi à d'autres. Merci beaucoup, oui, pour ces. Alors, c'est intéressant de. Alors, je sais qu'avec. Attends, peut-être que. Donc, il y a une ANR, là, lequel on est plus. Enfin, voilà, auquel je vais participer de. Attends, je mets les fins au partage d'écran. Plutôt en conseil, mais justement autour de l'usage de TikTok pour archiver la danse. Voilà. Voilà, de Sarah Fidli Alaoui, donc qui est chorégraphe et ingénieure et maître de conférences en interaction homme-machine. Voilà. Donc voilà, elle est plus justement sur la partie danse. Et ce qui est intéressant, c'est que les usages aujourd'hui sont quand même, on le voit, hein, c'est soit avec Anissa par exemple, tu vois, c'est soit un mini sketch sur un mème qui est un mème sonore en fait, soit donc un mème gestuel ou un mème chorégraphique sur une musique. Mais le côté mise en sketch à partir d'un mème sonore aujourd'hui est quasiment part égale dans les productions. Voire des mini-vidéos qui ressemblent à des YouTube. Et c'est ce qui est poussé, si tu veux, par la stratégie TikTok France. C'est aussi à des fins notamment tout simplement notamment pour rentrer dans ce qu'on appelle l'économie de l'influence, hein, pour participer à l'économie de l'influence, c'est aussi de produire toutes sortes de contenus qui sont pas, dont la structure formelle de la boucle finalement est de moins en moins prépondérante. Voilà. Bon, il y a aussi cette stratégie-là qui est manifeste dans le TikTok d'aujourd'hui, avec l'apparition de ces publicités natives, gestuelles, mais voilà, qui sont portées par des influenceurs, incarnées par des influenceurs. Mais cette partie danse, chorégraphie, elle existe, hein, c'est vraiment la base des usages. Après, tu as les sketchs sur les mèmes. Et après, maintenant, tu vas avoir des vidéos de toutes sortes. Oui, alors les sketchs, c'est vrai que il y aurait tout un truc aussi à dire par rapport au public jeune. Et puis, tu sais, la figure
le succès des comédiens qui font des sketchs, qui font du stand-up, etc. quoi. Oui, c'est ça. Bah, si tu veux, là, on retrouve Vine plutôt comme. Ouais, ouais, Là, c'est un mélange entre Vine et Musical.ly ouais, sur les ouais. deux types de contenu, puisque c'était la boucle, c'était 6 secondes, Vine. Donc, Mm, c'était mm. la boucle 6 secondes de Musical.ly, c'est la boucle Vine. Donc, voilà. Mais donc, oui, l'archéologie est très importante, bien sûr, puisque justement, on le voit avec le pré-cinéma, on le voit avec l'histoire même des applications entre elles, puisque donc non seulement elles ont des liens, elles s'articulent comme TikTok s'articule avec Twitter dans les questions de publicisation, des degrés de publicisation, mais de même que même si les plus jeunes n'ont pas connu forcément cette boucle Vine, il y a des compilations de boucles Vine qui sont sur YouTube, comme il y a des compilations de TikTok. Et il y a aussi une entrée par les compilations YouTube de cette archéologie des applications et de la culture mobile. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est quand même vu. Donc, de revoir des Vines, ça existe, quoi. Alors, je laisse peut-être les autres personnes qui t'ont écouté prendre la parole si elles ont des questions. Alors, je ne sais pas si j'ai l'impression que Valérie a dû partir. Oui, elle expliquait qu'elle devait partir. Ah oui, d'accord. Alors, je ne sais pas. Moi, j'avais une question éventuellement. Ouais. Oui, Enfin, j'en aurais plein en fait. Merci beaucoup, Laurence, pour cet exposé très, très dense et passionnant. Justement, sur la boucle, qu'est-ce que ça produit sur les usagers? Alors déjà, j'ai plusieurs questions en une, mais est-ce que dans l'étude que tu as mentionnée sur les usages de TikTok, est-ce que les gens regardent systématiquement plusieurs fois les boucles? Et en fait, pourquoi ça plaît une boucle? Est-ce qu'on sait sur le fond? Alors, c'était intéressant justement de mettre ça en parallèle, la dimension archéologique avec les jouets optiques, donc qui sont bien inscrits. J'allais dire anthropologiquement, culturellement, on voit bien qu'il y a une archéologie qui peut se tisser, mais qu'est-ce que ça produit en fait, ces fragments courts, je vois bien, mais pourquoi la boucle en particulier? C'est surtout une métaboucle qui est vue. Ouais. Parce que c'est justement, tu actives par ce geste, c'est pour cette raison le praxinoscope, mais peut-être aussi le zootrope ou le phénakitiscope que tu as activé, voilà, ou le praxinoscope que tu actives. Donc, c'est ce qu'on appelait ces roues de la vie quand même, puisque c'était le début de finalement donner vie à la photographie, à l'image animée, donc animer l'image. A été souvent raconté comme finalement donner vie et voilà. C'est intéressant de voir aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu Deep Heritage, là, tu sais, les photos en noir et blanc que tu animes par de l'intelligence artificielle. On retrouve exactement les mêmes le même fantasme finalement de redonner vie notamment aux morts, ça fait partie quand même de l'archéologie et de l'imaginaire technicien des images animées. Mais là, voilà, donc là, en fait, quand tu entres dans TikTok, quand tu entres dans la danse, de façon, voilà, si on peut métaphoriser, quand tu entres dans la danse, tu rentres dans une métaboucle, en fait. C'est une boucle de boucles. Et ce qui va justement alimenter ce for you, c'est quand tu t'arrêtes sur la boucle. Donc, d'une certaine façon, tu arrêtes la boucle, tu stoppes la métaboucle et tu isoles une boucle que tu vas peut-être regarder une fois, 2 fois, parce que bon, ça dépend si tu veux aussi de leur longueur, mais il y a des détails que tu ne peux pas avoir forcément au premier abord, etc. Et ce temps que tu passes à inventorier à une boucle va notamment, si elle a quelques tags, si en plus elle est taguée, ça va aussi nourrir la connaissance un peu de tes centres d'intérêt et de ton profil. Donc dans l'expérience utilisateur, c'est d'abord une métaboucle qui s'offre à toi. Et c'est une métaboucle que tu visionnes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu visionnes une boucle de boucles, en fait. Tu peux t'arrêter sur l'une d'elles. Et là, ça va donner des informations supplémentaires à l'algorithme. Mais il faut savoir que ta première expérience, c'est une expérience de métaboucle. Voilà. Et le for you, c'est ça, c'est de faire défiler des boucles sans forcément s'attarder. Quand tu t'attardes sur l'une d'entre elles, c'est une autre expérience. Et à partir d'elle, tu peux peut-être aller sur le tag pour
Mais souvent, il y a l'idée que c'est très renfermant parce que c'est justement des boucles qui s'enchaînent et qui ont toute leur variété, leur aspect comique, drôlatique, émouvant. Enfin, on a toutes. Moi, j'ai un TikTok, par exemple, assez âgé et très triste. C'est plutôt des moments qui ont plein d'histoires affreuses. Ou des questions ethniques aussi. Voilà, mon TikTok, je pense, n'a rien à voir avec le TikTok de voilà, quelqu'un qui apprécierait plus les chorégraphies. Moi, j'ai un TikTok assez social et assez âgé. Et donc, je ne sors pas de cette méta-boucle. Et si je veux en sortir, ben, je suis obligée d'aller sur des tags ou alors d'entrer par les challenges et donc l'éditorialisation de l'application qui est mainstream, ce qu'on appelle le TikTok mainstream, en fait. Voilà. Après, il y a des TikTok, il y a le For You peut vraiment te profiler, te renfermer très fortement. Alors, moi, j'avais une question pour Inès qui a beaucoup travaillé sur le geste du swap, où il y a un peu cette logique aussi de la répétition de la boucle. Non, je voulais savoir si elle avait, comme je vois qu'elle est encore là, elle n'a pas son micro, mais qui est doctorante chez nous. Inès, tu es en Oui, je suis là. année, c'est ça Je suis là, tout à fait. En fait, j'ai pas de caméra, donc c'est pour ça que j'ai pas le. Je sais pas si vous m'entendez. Non, je voulais savoir si toi, ça t'avait fait des jonctions avec tout le travail que tu as fait autour de ce geste du swap. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas du tout une application que j'ai regardée de près, mais du coup, ça m'a donné très envie. Merci beaucoup d'aller effectivement la regarder. Et effectivement, en fait, je suis restée un petit peu enfin, j'avais lu des articles et des publications autour de cette intervention sur web gestuelle. Et effectivement, on reboucle sur une double web gestuelle avec ce que vous avez présenté, Laurence, sur les deux dimensions du geste, avec à la fois le corps figuré à l'écran et les corps qu'on fait tourner. Donc là, effectivement, il y a quelque chose pour moi qui est très, très heureux. Donc tout ça, je vous remercie. Et puis, cette dimension aussi d'écriture qu'on retrouve, en fait, avec ce que vous venez d'expliquer, sur le fait qu'à chaque fois qu'on repasse qu'on fait passer les tags, qu'on se retrouve dans la boucle, en fait, on écrit dans la boucle à chaque fois. Donc même si on est dans quelque chose qui peut ressembler à de la navigation, on est bien dans l'écriture. Enfin, voilà, c'est ce qui me vient là, de toute façon, à l'esprit, mais je vais redire très, très finement toutes les notes que j'ai prises pour aller... Voilà, pardon Inès de t'interpeller, mais comme je me souvenais de tes travaux sur le soir, je me disais... Les travaux sur la digipulation, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, j'ai lu avec grand intérêt et je cite souvent ces travaux pour mes étudiants parce que avec ceux de Camille, dans ton dictionnaire, Pauline, il y a un texte de Camille sur à loin sur les swipes, voilà. Il y a pas tant de travaux sur justement cette dimension, ce web gestuel mais c'est le web gestuel, ça ne veut rien dire en fait, puisque c'est pas du web, mais bon. Oui, mais on retrouve en tout cas, il y a quelque chose à la fois sur la figuration du corps, le corps qui est pris, le corps qui touche l'écran. Enfin, et puis j'essaye en fait d'englober, pas d'englober, mais j'essaye de faire cette sorte d'archéologie un petit peu communicationnelle des gestes. Alors, donc, ce qu'il faut vraiment, il ne faudrait pas vraiment cantonner aujourd'hui, surtout aujourd'hui, le TikTok à de la chorégraphie. Parce qu'on va vraiment n'attraper qu'une partie des propositions. Mais c'est ça moi, c'est pour ça que cette raison que je m'étais intéressée à Musical.ly, hein, c'est dans la question de la stylisation, de l'existence, etc. Ça fonctionnait très bien parce que notamment chez les plus jeunes, le geste TikTok, la chorégraphie TikTok aujourd'hui, comme on l'avait vu d'ailleurs avec les challenges de youtubeurs qui donnaient lieu à des jeux d'enfants, avec je ne sais plus comment s'appelaient les échanges de cadeaux là, avec des menus. Bon bref, c'était devenu un jeu d'enfants, alors que c'était d'abord un genre YouTube. Et là, on voit que le geste TikTok, il se fait hors TikTok maintenant. Il y a beaucoup je ne sais pas si vous observez autour de vous des jeunes filles, mais on les voit comme ça, bouger comme ça, faire des petits gestes dans la vie même, alors qu'il n'y a ni caméra, ni application. Et donc, ces allers-retours, ils sont assez fréquents entre justement à la fois les 10 écrans et puis
Et puis la vie ordinaire, puisque de toute façon, ça fait partie de la même situation d'expérience. C'est totalement articulé l'un à l'autre. C'est pour cette raison voilà, qu'on n'a pas affaire à des écrans, mais plus des caméras stylo. On écrit avec son corps. Et là, on écrit avec son corps, avec ou sans l'application, puisque finalement, cette gestuelle TikTok, elle est sortie des écrans. Et il y a voilà, ces petits mouvements qui peuvent donner lieu à des petites chorégraphies improvisées à n'importe quel moment de la journée. Et ça, c'est assez intéressant, ce web hors du web. Comme on l'a vu avec les jeux d'enfants qui sont inspirés des vidéos YouTube. Et là, voilà, donc c'est... je ne sais plus pourquoi je racontais Non, parce que ça, tu mais... disais qu'effectivement, Ah oui, la danse, il y avait une dimension aussi militante, une dimension Oui, de et les sketchs. voilà, marketing pour les politiques, pour Oui, enfin, il y a que tu as abordé. Il y a une grande partie des usages chez les plus âgés qui relèvent de l'exemple de la femme qui a perdu son emploi. Ouais. Et chez les plus âgés, il y a beaucoup de récits de vie avec justement ce jeu des filtres. Les petits, c'est du scripto-visuel, quoi, comme on le voit, donc à la fois de l'écriture et de l'image en mouvement, et puis ce son par-dessus. Donc, on a une structure formelle intéressante quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire des images et l'audiovisuel depuis un moment. C'est un combo un peu inédit quand même, on va dire. Alors, après, j'ai une autre doctorante qui est présente du César, c'est Aurélie, je ne sais pas. Enfin, je vous interpelle parce que comme Valérie est partie, je ne sais pas si vous aviez... Aurélie, si tu avais des choses à... Peut-être tu peux dire sur quoi tu travailles à Laurence et aux autres, parce qu'ils ne savent pas, moi, il n'y a que moi qui sais ici. Oui, alors je rallume juste ma caméra, du coup, et je ferme ma porte, pardon. Moi, j'ai travaillé récemment sur Instagram et j'ai fait des périodes de collecte justement pendant le premier confinement et le second confinement. J'ai pas particulièrement travaillé sur TikTok, mais justement, j'ai pu observer sur Instagram une complémentarité en fait entre les deux applications. Et particulièrement en fait une reprise sur Instagram des TikTok à travers la fonctionnalité Reel. Ouais. Donc voilà. Et j'ai pas vraiment étudié l'application, mais en tous les cas, merci beaucoup pour votre présentation parce que ça nourrit aussi ma réflexion. Mais c'est vrai que justement, typiquement, les chorégraphies ou la gestuelle TikTok, elle va, notamment chez les influenceurs, elle va être reproduite hors TikTok, par exemple, mais sur Instagram. Puisque pour être influenceur TikTok, c'est un petit peu différent de l'influenceur Instagram ou YouTube, notamment parce qu'il faut savoir quand même danser à la base, pour les premiers d'entre eux, moins maintenant. Et donc, alors que les YouTubeurs ou influenceurs Instagram, ils sont très, très doués pour se raconter, mais c'est les performeurs eux, ce sont les performeurs du temps vide, hein, donc voilà. Et donc, ils reproduisent plus la gestuelle TikTok qu'ils n'en sont des auteurs ou des acteurs premiers. Même si tu as une talent house sur TikTok qui était un peu à l'image des talent house d'influenceurs Instagram, YouTube, mais il y a une talent house France, mais voilà, ça n'a pas été si populaire que ça. Oui. Mais c'est vrai, je me permets juste de rajouter que la seule chose que j'ai pu observer depuis Instagram par rapport à TikTok, c'était deux choses. La première chose, c'est effectivement que les influenceurs se sont beaucoup exportés sur TikTok au moment du premier confinement. Et il y avait une vraie promotion en fait, de cette espèce de migration entre les plateformes. La deuxième chose, c'est que j'ai qualifié ça un peu de déception parce qu'en fait, il y a eu énormément de censure
par rapport à des comptes notamment qui s'inscrivent dans des mouvements dits body positive. En fait, ils ont eu énormément de censure, des vidéos qui ont été supprimées parce qu'ils ne correspondaient pas à des standards sur TikTok. Donc voilà, c'était vraiment les deux seules choses que j'avais à dire. Voilà, désolée. Non, mais bon, c'est un séminaire de travail, donc c'est important d'échanger voilà, on est plus en séminaire de travail sur des corpus assez proches, hein, donc et puis voilà, avec cet algorithme TikTok, c'est difficile de parler de TikTok en général, puisque vraiment c'est un profilage très serré. Quand on parle de la bulle de filtre, il faut vraiment faire l'expérience de TikTok. C'est très renfermant. Mais ce qui m'a interpellée, c'est la façon dont justement notamment des militantes féministes préféraient TikTok pour cette raison. Et donc, pour lesquelles une bulle, c'était aussi un espace safe. Et cette retraduction de la bulle comme espace sûr est pas inintéressante. Ça fait vraiment partie des fameux détournements des fonctionnalités, puisque l'algorithme, de fait, il nous renferme, mais ce renfermement peut être une protection pour certains. Mais après, ça pose toutes sortes de problèmes sociopolitiques, hein, évidemment. Mais si on veut être agressé, insulté, on va sur Twitter, ça va assez vite, hein, donc ça manque pas, finalement. Si tu as besoin, tu vois, d'une extrême publicisation violente, tu provoques quelques mascus et ouf, c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres, parmi ceux qui sont présents, d'autres personnes qui veulent intervenir? Il y avait la question de Valérie qu'on peut peut-être relayer, hein, qu'elle a mis. Ah oui, ouais, je l'ai lu, sur la scène. Voilà, l'opposition entre scène et l'idée que TikTok servirait à capter des situations. En quoi est-ce encore une scène? Oui. Capter, non, justement, c'est une scène on a bien vu à travers les exemples de boucles, typiquement la boucle de la femme qui raconte qu'elle a perdu son emploi, etc. Quel est le décor? C'est un chez elle tout simple qu'elle va transformer en scène d'expression, voire de revendication. Donc là, il y a quand même une transfiguration d'un espace d'habitation en une scène au sens où on se met en scène, où on s'exprime, où on revendique. Donc, justement, ça ne fait pas que capter la vie, ça la transfigure, ça la publicise. Donc, en cela, on a une scène. En plus, ce sont des bouts qui sont diffusés, qui parlent de problématiques sociales liées au confinement. Donc là, on a quand même à peu près tous les attributs de ce qu'on pourrait appeler une scène. Une nouvelle scène médiatique, une scène auto-médiatique. Hein, mais... Donc, l'idée que ça capte, l'idée de capter, non, justement, ça fait beaucoup plus que capter. Ça se transfigure, ça esthétise, ça stylise, ça scénarise, hein, surtout sur un temps contraint. Donc, il y a une dramaturgie comme ça qui se met en place. Alors, on a une dernière doctorante, c'est Marie-Lise Buisson. Vous êtes en première année, hein, Marie-Lise? Oui, bonjour. Tu es en Il faut première juste année. que je mette ma caméra. Oui, voilà. Est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Master recherche l'année dernière quand tu l'as soutenu. Oui, tout à fait. Donc, non, je voulais savoir si ça avait des connexions avec… Eh ben, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu, je découvre pas TikTok maintenant, mais c'est-à-dire que comme j'y suis pas et que j'ai un peu repoussé le moment où j'allais m'y mettre par risque d'y passer trop de temps, du coup, ça m'a donné des éléments très intéressants. Moi, je travaille sur les résistances à la consommation et je m'intéresse en ce moment aux enjeux du savoir dans la consommation. Et en fait, c'est intéressant parce que, évidemment, tous les réseaux sociaux et notamment TikTok, de plus en plus, sont aussi des espaces dans lesquels il y a des savoirs qui se fabriquent, qui ne sont pas des savoirs, on va dire de marque, issus de marques, mais issus de consommateurs qui essayent justement de promouvoir d'autres formes de consommation plus respectueuses dans l'environnement, etc. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir que les marques sont de plus en plus présentes, qu'il y a de plus en plus en fait une diversité d'acteurs qui sont présents sur cette plateforme. Et voilà, moi, c'était un peu mes questions, mais c'est très intéressant parce que finalement aussi, il y a
il y a une cohabitation en fait de plus en plus diversifiée d'acteurs différents. Et en fait, après, la question de la bulle aussi, elle est intéressante parce que justement, sur la question des recréations de communautés, et cetera, ou même, comment dire, d'inscription avec les hashtags pour pouvoir suivre certaines tendances, et cetera. En fait, c'est vrai que c'est des choses qu'on trouve sur Instagram, sur d'autres plateformes, mais je pense que je C'est vais, moins efficace. ouais. Il y a une efficace de TikTok. C'est très bon pour populariser des slogans, c'est très renfermant. Donc, c'est une application éminemment politique, mais qui est utilisée pour toute autre chose. Mais d'un point de vue politique, je dis souvent, c'est un peu comme si tu avais le mégaphone de la CGT qui était buggé sur le premier slogan. Tu vois. Donc, pour la diffusion de slogans, c'est extrêmement efficace. Bah, on le voit avec Mélenchon, Mais qui c'est l'a intéressant. très bien compris. Ouais, c'est intéressant parce que justement, c'est un détournement de l'application par rapport à ses usages premiers, quoi. Alors qu'elle est, Ouais, on l'a vu avec BLM, c'est ouais, extrêmement efficace. Et avec ce «Je ne peux plus respirer» qui ouais. était aussi cette dernière parole, qui a finalement été reprise de par le monde, est devenue la première parole pour certains utilisateurs politiques, puisqu'ils ne s'y intéressaient pas forcément. Et donc c'est très efficace comme application en termes d'influence politique ou de consommation par cette structure formelle de la boucle et le mimétisme et le duo. Enfin, elle est éminemment politique. Oui, c'est intéressant aussi de voir que ça, comment dire, c'est un peu comme quand Snapchat est arrivé. Enfin, il y a tout aussi une création, de contenu, de conseils enfin, du côté du secteur du conseil, etc. Là, vous aviez parlé de l'étude de VisiBrain, mais il y a Ouais. aussi du côté des marques. En fait, même Mmh. dans la presse professionnelle, moi, je vois passer toujours plein d'articles sur TikTok, comment en tant que marque, comment assurer sa présence sur TikTok. Donc il y a aussi toute la création de plein Un une savoir certaine production, voilà, d'un savoir, spécifique professionnel. dédié Ouais, ouais. et d'optimisation et de garantie de visibilité. Enfin, ça croise, Ouais, sur TikTok, c'est pas simple. Mais donc la stratégie TikTok France, c'est ça, c'est vraiment de rentrer dans l'économie de l'influence. Et donc, c'est pas un hasard si la première publicité native, c'était Bilal Hassani qui vient, qui vient de YouTube et Instagram, et puis qui s'est fait connaître par YouTube. Et donc, l'idée, c'était Maybelline Gemé, c'est ça? Je connais rien en maquillage, hein, donc c'est Gemé, je pense. Bon. Et donc, un petit rouge à lèvres qu'il s'agissait de clipser. Donc, l'idée, c'était de faire reproduire le petit clips du Ah rouge. oui, Mmh. C'était l'idée de la publicité native mais gestuelle. d'accord. Et maintenant, il y a beaucoup de publicité. Enfin, quand on rentre sur la métaboucle, on rentre par la publicité maintenant. Enfin, on a une publicité, je crois. Enfin, j'en suis sûre. Est-ce que ça fonctionne en sponsorisé? C'est l'économie de l'influence, donc il y a alors il y a à la fois, il y a donc, il y a plusieurs types, hein, parce que j'avais discuté avec TikTok France un petit peu de toutes ces questions d'influence. Et donc, ils montent, si tu veux, des figures de créateurs, d'influence. Donc ils rentrent dans cette logique-là de l'influence en mettant en avant des créateurs, donc avec des contrats de marque. Donc, on ne peut pas dire que ce soit du sponsoring. Il n'y a pas vraiment de contenu sponsorisé pour l'instant. Il y a plus des influenceurs qui vont contractualiser avec des marques. Et il y a également tout un ensemble de contenus qui sont, si tu veux, on peut pas, ça pourrait être du sponsoring social parce qu'ils ont pas mal de contrats avec en mettant en visibilité des associations. Puisque notamment, il y a l'idée que TikTok est extrêmement attaqué côté pédopornographie, côté hypersexualisation. Et donc, il y a tout un ensemble de liens qui sont noués avec des associations type Le Refuge. Donc, disons que TikTok France cherche plutôt une image marque inclusive sur l'inclusivité, sur la question de tous les corps qui peuvent être représentés, sur la question du safe, du safe space, qu'il peut aussi représenter. Et donc là, il y a des associations ou des collectifs qui sont mis aussi en avant. Et là, donc ça, c'est un sponsoring qui viendrait de TikTok pour le coup.
vers des associations pour mettre en avant des actions, notamment aussi sur la question inclusivité, handicap. Enfin, il y a beaucoup de… Parce qu'il y a un TikTok thérapie du CARE, avec beaucoup de TikTok thérapie aussi sur les handicaps, enfin le handicap, la mise en mouvement, montrer le corps handicapé. Il y a un TikTok handicap qui est, enfin, comment dire, oui, qui est assez intéressant. Moi, je pleure souvent devant TikTok, voilà, parce que c'est très émouvant. Il y a beaucoup de contenu très émouvant de tous ces corps difformes, brisés, qui se remettent un peu en mouvement à travers des boucles, les chansons du moment. Il y a des choses intéressantes, hein, vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que Voilà. on est autour de midi? Enfin, Oui. voilà. Non, on est dépassé midi. On a commencé un peu en retard après, à cause de mon problème technique d'enregistrement. Je ne sais pas si tu enregistres encore. Oui, oui. Voilà. Donc, Je t'enverrai la vidéo. Tu m'enverras la vidéo. Ouais, mais, ouais. parce que j'ai un doctorant qui a demandé. Oui. Voilà. Voilà. Merci à ceux qui sont venus. Alors, la prochaine séance sera prochaine et dernière séance. Hein. Ce sera au mois de mai. Donc, ce sera Valérie et normalement, qui animera cette séance, c'est Cynthia Fleury qui viendra présenter son dernier ouvrage. Voilà, donc, ressentiment, c'est ça? Sur le ressentiment? Sur le ressentiment? D'accord. Confirmer que, voilà, que ça se passe bien. Et si ce n'est pas elle, de toute façon, ça sera autour du CARE. Donc, ce sera quelqu'un qui sera invité autour de cette notion du CARE. Et c'est le 19 mai. OK. Voilà, on n'a pas de séance au mois de juin parce que c'est la période des concours au CELSA et qu'on est en commission tout le temps, elle ou moi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Merci de l'invitation. Que tu as déjà un colloque en préparation pour 2021, te connaissant. Ah, écoute, j'attends, ça sera les 10 ans. Hein, donc oui, je sais, tu m'avais dit. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien ne pas reproduire la visio, même si c'est très, très sympathique. Mais voilà. Donc, j'aimerais que les 10 ans se déroulent en plein air, en pleine forme. Donc, à partir du moment où on peut dire que c'est une année blanche, on pourra fêter les 11 ans. Voilà. N'hésite pas à me tenir au courant. Oui. Pour qu'il y ait un peu plus d'étudiants du CELSAC qui puissent venir au courant. Je pense que ça sera ce sera peut-être un colloque inversé autour justement des jeunes, mais voilà, de transmission en fait, autour de la transmission. L'idée de transmettre le colloque à des jeunes. D'accord. Je sais pas. J'attends pour l'instant, voilà, on est un peu prisonnier des visios, etc. Et donc voilà, j'aimerais éviter. Prisonnier de TikTok et autres. Bon, merci à tous. Merci à vous. À bientôt. Et donc, je clôt l'enregistrement et je te l'envoie. Attends, alors, arrêt. OK.